Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Au sommaire de ce journal, le ministère de la Ville se soucie des conflits domaniaux dans les tribunaux. Une formation de ces cadres est en cours pour une numérisation et une sécurisation des actes de propriété. Et puis le 8 mars, la journée internationale de la femme est prévue dans 2 semaines très exactement. Ici en Guinée, le ministère de l'Action sociale va à la rencontre des femmes dans les communes pour faire le point sur leurs préoccupations. Enfin, le grand format de ce soir nous amène sur les contreforts du Fouta Djallon pour nous parler du café Arabica, un projet présidentiel aux enjeux économiques et écologiques. C'est là pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Les acteurs de la chaîne pénale échangent sur la question de la lutte contre l'impunité. C'est dans le cadre de la gouvernance judiciaire avec pour objectif la promotion du droit. Thierno Younoussaba. C'est un échange franc et direct entre acteurs de la chaîne pénale. Ils sont magistrats, officiers de police judiciaire, médecins légistes et avocats à discuter des procédures judiciaires en vue de l'amélioration du respect des droits de l'homme. La rencontre intervient alors qu'un vaste programme de jugement est enclenché dans les tribunaux du pays. Au jour d'aujourd'hui, le tribunal d'Ixine a jugé 32 affaires criminelles, soit un taux de 26,66%. Sur les affaires correctionnelles, sur 320 affaires prévues aujourd'hui, 300 et quelques affaires sont jugées, soit 79 affaires en plus, donc soit 124% du taux de réalisation. Dixine et 4 autres tribunaux bénéficient de l'appui du Fonds de consolidation de la paix à travers le projet du PNUD portant sur le renforcement de la chaîne pénale. Un accompagnement qui a permis d'améliorer les relations entre les différents acteurs de la chaîne. J'ai tenu à assister à cette réunion pour apporter un message aux officiers de police judiciaire. Le message qui concerne les relations entre les avocats et les officiers de police judiciaire. Et je suis venu dire aux officiers de police judiciaire que nous sommes leurs collaborateurs dans le cadre de la chaîne pénale. Nous sommes tous des auxiliaires de la justice. Donc nous devons collaborer et non nous regarder en chien de faïence. Je commence déjà par féliciter et encourager le parquet de Dixine qui prend tout son temps à chaque fois que c'est nécessaire de convoquer des réunions de concertation. J'avoue que ces réunions de concertation sont des occasions d'échanges sincères sur nos méthodes de travail qui permet au parquet de rappeler aux OPJ sur certains manquements constatés au cours de l'année et qui permet de l'autre côté aux OPJ d'énumérer les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Et j'avoue que pour cette fois-ci encore, ça a été une communication, une rencontre sincère. Au terme de la rencontre, les acteurs promettent de travailler en synergie pour la prise en compte des conventions internationales. Je vous le disais à l'instant, que faire pour diminuer les conflits domaniaux dans les tribunaux? Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire a sa petite idée, à savoir la formation des cadres et techniciens sur le système de codification et de saisie des plans cadastraux. C'est pour permettre une numérisation et une sécurisation des actes de propriété. Martin Fancinadouno. Selon les techniciens du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire, 80% des dossiers traités dans les tribunaux proviennent du foncier. Les conflits domaniaux alimentent les débats judiciaires. Pour inverser cette tendance, des cadres de ce secteur sont outillés en techniques de codification et de saisie des plans cadastraux. Au niveau de la saisie de la codification, sur l'ensemble du pays, il n'y avait que 3 personnes, ce qui était déjà quelque chose de très grave. Et on avait 3 personnes seulement qui travaillent dans le cadre de la saisie de la codification. Aujourd'hui, nous avons cette formation qui nous permet d'avoir en plus des 3 personnes, 33 personnes qui sont formées, qui vont permettre de faciliter, d'accélérer la délivrance des titres de propriété. Donc notre souci aujourd'hui est de faire en sorte qu'en ce qui concerne
l'approche qualitative, l'amélioration de la compétence de nos cadres, faire en sorte que beaucoup plus de personnes se trouvent dans une possibilité de pouvoir travailler. L'objectif aujourd'hui du département est de faire en sorte que le renforcement des capacités se fasse. Et je profite de l'occasion pour remercier encore le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui nous a permis d'avoir des logiciels, qui nous a permis d'avoir ce matériel qui facilite la formation. Après la formation, les bénéficiaires seront déployés à l'intérieur du pays. Ils sont appelés à transmettre leurs connaissances aux responsables des domaines de cadastre des différentes préfectures et régions. L'approche est de faciliter le traitement des dossiers en un temps record. On a un logiciel spécifique, un logiciel de gestion qui a été créé par des experts français sur laquelle nous faisons la saisie informatique de plans cadastraux. Donc ce logiciel est sécurisé en ce sens que tous les plans de la République de la Guinée se retrouvent sur une map cadastrale. Je sors de la formation très heureux, très assuré, puisque je comprends que ça c'était un élément qui manquait chez nous, qui peut nous aider certainement à éviter beaucoup de problèmes qui se passent actuellement chez nous à Kindia. À travers ces logiciels de numérisation des plans cadastraux, les autorités de la Troisième République entendent conforter la position de la Guinée dans la sphère des pays performants en matière de gestion et d'octroi des titres de propriété. Les cadres du ministère de la coopération et de l'intégration africaine sont eux aussi en formation, mais dans le domaine de la communication et du leadership, afin qu'ils puissent améliorer leur rendement au travail. Maferen Kamara. Le leadership au service de la communication, un thème d'actualité qui va permettre à la trentaine de participants d'acquérir de nouvelles approches de stratégie de communication qui répondent aux enjeux sociaux de l'heure. Un besoin crucial pour ce département transversal. Nous avons un cabinet tout neuf. Le président de la République vient juste de nommer les membres du cabinet du ministère de la coopération et de l'intégration africaine. C'était une occasion absolument unique pour nous mettre ensemble, avoir une formation sur le travail en équipe et aussi toutes les nouvelles techniques aujourd'hui pour nous permettre de faire notre travail, à savoir comment élaborer une communication stratégique pour avoir de meilleurs partenariats et pour mobiliser les ressources et pour pouvoir aider aussi nos partenaires du gouvernement. Ça crée un esprit de famille déjà, parce qu'il faut qu'on soit une famille à la coopération pour pouvoir s'occuper de tout le monde. Dans un monde où la communication est devenue un outil indispensable, cette formation est plus que nécessaire pour le bon fonctionnement de l'administration. De la critique constructive au travail d'équipe, en passant par l'approche des présentations et les interviews médias, tout a été passé au peigne fin pour ces hauts cadres en vue de mieux défendre et promouvoir leurs secteurs respectifs. On est là pour suivre un excellent cours de communication et d'information qui nous permet de bien communiquer, de bien rendre le message et de bien présenter les activités du ministère de la coopération dans le cadre global de la mise en œuvre de la politique du gouvernement sous l'impulsion du professeur Alpha Condé. Je sais vraiment qu'après cette formation, il y aura beaucoup d'avancées au niveau des différentes directions du ministère de la coopération internationale. On a vu un peu le volet communication parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit de pouvoir communiquer, passer le message qu'on a. L'objectif aujourd'hui, c'est de vraiment bien passer le message que nous avons au niveau du département. En organisant ce coaching, l'objectif des autorités de la coopération internationale est d'aider les cadres à mieux qualifier leurs méthodes pour optimiser l'efficacité et leur rendement au travail. C'est une formation assurée par le Centre for Development Communication, une structure internationale spécialisée dans la communication au service du développement. Mokhtar Diallo, le ministre de la Jeunesse, a procédé récemment à la remise d'équipements aux jeunes des groupements d'intérêt économique de la commune de Ratoma. Le but recherché est la création d'emplois et de richesses pour une pleine participation de ces jeunes au développement de leur pays. Fatima Diallo, reportage.
La santé, le bien-être et l'autonomie des jeunes sont au cœur des préoccupations des autorités du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Pour matérialiser cette ambition, des fonds sont alloués à ces jeunes avec des équipements pour la réalisation de leurs projets. Ces 360 jeunes leaders et activistes de l'axe Amdalaï, Pambeto, Koza, Kagbelin sont ainsi résolus à faire de leur commune la vitrine de la capitale. À travers ces équipements-là, on peut assainir notre ville, rendre la ville propre, puisque ce n'est pas tout le monde qui va recevoir ces équipements. Donc nous sommes aussi les bénéficiaires de ce projet. Donc je vais dire que je suis contente pour ce projet-là. Ces kits, ils seront très bien exploités et à travers ça, nous donnerons un exemple. Nous serons une référence pour les jeunes qui sont dans les autres quartiers difficiles afin de leur faire comprendre qu'il faut adhérer aux idéaux du gouvernement. Notamment, nous remercions le ministre de la Jeunesse, nous remercions les partenaires, nous remercions le Premier ministre Kassori Fofana et à tout Seigneur Totono, nous remercions bien évidemment le président de la République, le professeur Alpha Condé. Après les 4 premiers mois d'activité, ces 18 groupements d'intérêt économique vont bénéficier de crédits auprès des MUFA et MC2 en vue de pérenniser leurs activités et pouvoir se prendre en charge. Ainsi, ils seront de véritables entrepreneurs, créateurs d'emplois. Ce projet va s'étendre sur l'ensemble de la commune de la Toma et sur les autres communes aussi. Nous remercions et félicitons UNFPA qui nous accompagne dans ce projet du gouvernement. Et bien sûr, nous sommes en train d'aller vers d'autres partenaires aussi pour appuyer ce projet qui est prévu sur 4 ans. Et donc tout cela montre la volonté du gouvernement d'être proche du peuple, de répondre efficacement aux attentes et aux besoins des citoyens. De l'autre côté, à Amdalaï, Kolomadieu et Nasroulaï, Mouktar Diallo et son équipe ont rencontré les bénéficiaires du projet d'adduction d'eau dans ces quartiers de Ratoma. Le ministre Mouktar a souligné qu'avec l'appui des partenaires techniques et financiers, le gouvernement va mobiliser plus de fonds afin de satisfaire les besoins des populations à la base. Dans l'actualité également, à 2 semaines de la fête consacrée à la cause des femmes, qui est le 8 mars, le ministère de l'Action sociale fait le point sur les grandes préoccupations des femmes en Guinée à travers des rencontres dans les 5 communes de Conakry. Lancé Kamisoko, Moussa Bangora. Depuis son institutionnalisation par les Nations Unies en 1977, la fête du 8 mars est célébrée avec engouement à travers le monde. Dans le cadre des préparatifs de cette fête, Hadja Maria Massila échange avec les femmes des différentes communes de la capitale. De Ratoma à Matoto, en passant par Matam et Dixine, des commissions vont se pencher sur les questions des femmes. Madame déjà a mis des directives en place. C'est une femme qui a une vision. Elle a donné un message à toutes les femmes de la République de Guinée et dans les communes respectives, les 5 communes. Aujourd'hui, elle est à Dixine. Elle a dit franchement qu'elle est contente, qu'elle est ravie de la mobilisation. Et de passage, elle a dit qu'il ne faut pas que les femmes pensent qu'elles ne savent pas qu'elles ont des problèmes. Elle l'explique toujours, elle le dit toujours. Donc les femmes de la Guinée sont au cœur du développement. Pour la ministre de l'Action sociale, les conclusions des différentes commissions de travail permettront de tirer les leçons des précédentes fêtes de 8 mars en Guinée. C'est à travers des leçons apprises de celles qui se sont succédées à la tête du département que moi aussi j'ai dit bon, je vais essayer de poser et explorer une autre stratégie et c'est ça qui est en train d'être fait. Qu'on le fasse oui ou non, les femmes viendront. Mais il faudrait que les femmes soient de plus en plus, qu'elles puissent s'approprier des questions qui se posent à leur niveau. Dans chacune de ces communes, toutes les couches féminines se sont mobilisées pour exprimer leur gratitude à l'endroit du chef de l'État pour des efforts consentis depuis 2010 en faveur des femmes. La fête de cette année est placée sous le thème « Autonomisation de la femme guinéenne ». Quel bilan de 2010 à nos jours?
On reste avec Moussa Bangoura pour parler de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran et de sacrifice au siège du RPG Arc-en-Ciel à Gbessia dans la commune de Matoto. C'est une initiative de l'association des jeunes du RPG Arc-en-Ciel pour le développement afin de rendre hommage aux disparus du parti depuis sa création. Suivi. Initiée par l'association des jeunes leaders du RPG Arc-en-Ciel pour le développement, cette cérémonie de lecture du Saint-Coran mobilise militants, sympathisants et cadres du parti pour rendre hommage aux martyrs politiques. À l'occasion, le Coran a été lu plusieurs fois pour le repos de leur âme, la réussite des actions engagées par le chef de l'État, mais aussi pour la paix en Guinée. Si vous êtes avec quelqu'un, vous avez mené le combat ensemble, si lui arrive à tirer sa révérence, toi qui vis par la grâce de Dieu, la seule chose que tu peux lui faire, c'est faire le salat. Prier le bon Dieu pour que son âme repose en paix. Cette initiative des jeunes leaders est saluée par les responsables du bureau politique national du parti. On est là pour la prière et prier pour tout le monde, prier pour tous les musulmans aussi, prier pour la Guinée, prier pour le président Alpha Condé, prier pour tous les citoyens, tous les musulmans, que Dieu nous accorde cette faveur-là. Qu'il ait pitié de l'âme de tous nos défunts, qu'il les accepte dans son paradis, le Firdaus. Dans notre coutume, on dit quand tu penses aux défunts, et au retour, ils vont veiller sur toi. Donc que Dieu veille sur la Guinée, que Dieu veille sur les vivants et les morts. Témoigner le combat de certaines illustres disparus. Si je prends l'exemple sur Fassine Biavougui, sur Kiro Mara de Kishidougou, sur Gelmandian Dubaté de Kankan, sur Amatel Sissé de Dubreka, et là, c'est un camarade qui vient de disparaître, Guinée Ouré de Frécaria. Ce sont des camarades qui se sont battus, armes en main, et qui ont perdu la vie aujourd'hui, qui ne sont pas avec nous. Donc nous qui vivons aujourd'hui, devons accepter de les accompagner, nous devons accepter de penser à eux dans nos prières. À travers cette action, les jeunes leaders s'engagent à pérenniser les acquis du RPG Arc-en-Ciel, une manière d'honorer les personnes qui se sont battues pour l'émergence du parti. Autrefois très fréquentée, la plage de Boulbiné, appelée aussi dans les temps plage Péronne, est aujourd'hui une plage abandonnée faute d'entretien. Les nouvelles autorités communales de Kaloum et certains jeunes du quartier Boulbiné veulent redonner à ce lieu de loisirs et de détente son image d'antan. Ils se sont fortement mobilisés pour un nettoyage de grande envergure. Reportage Younoussa Tawel Kamara, Robert Bangoura. Quelques encablures du port artisanal de Boulbiné se trouve cet espace de loisirs autrefois appelé plage Péronne. Mais depuis quelques années, l'endroit n'est plus fréquenté à cause des ordures déversées ça et là par certains individus. Pour redonner à cette plage son image d'antan, les autorités communales de Kaloum, en partenariat avec une association de la jeunesse de Kaloum, se mobilisent pour nettoyer le site. L'espace sera aménagé et équipé en vue d'offrir aux visiteurs un lieu de détente et de retrouvailles. Quand nous étions jeunes, c'est ici que nous venions nager. C'était ici la plage Péronne où tout le monde venait nager. Il y avait du sable propre, blanc, et que ce soit les diplomates, que ce soit les experts, que ce soit les jeunes de Conakry, tout le monde venait à la plage Péronne les dimanches. Et aujourd'hui, vous voyez ce que c'est que cette plage aujourd'hui. Donc le minimum qu'on devrait faire, c'est d'abord l'assainir. J'accompagne ma soeur, la maire de la commune de Kaloum. Nous voulons voir la plage propre, pas d'ordure, absolument rien. Si l'île est propre, tout le monde peut aller pour passer les week-ends, les enfants. Il y a d'autres enfants qui ne connaissent même pas Kassa. Pour que Kassa soit connu des enfants, il faut que tout le monde nous aide à assainir ici l'ancienne plage Péronne. Depuis quelques jours, les jeunes et femmes de cette association travaillent d'arrache-pied pour rendre propre cette plage. Une machine est également mise à contribution pour accélérer les travaux. Déjà, certains jeunes du quartier Boulbiné recommencent à pratiquer le sport sur la plage. Depuis l'enfance, c'est ici qu'on joue au foot. À l'école, par exemple, c'est ici nos professeurs d'éducation physique organisaient des journées de sport. C'est ici qu'on travaillait. Mais à un moment donné, vraiment, l'endroit a perdu son image. On est venu ici parce qu'on a trouvé ici, c'est très propre. On a vu l'initiative de Madame Damé de la commune de Kaloum. Et avant nous, on jouait sur la rue là-bas.
il y avait trop de dangers là-bas, les voitures qui passent là-bas, les motos, il y aura des accidents là-bas. Et on est venu ici, on a trouvé ici, c'est propre, pas des ordures, tout est propre ici. Cette initiative des nouvelles autorités communales de Kaloum pourra permettre à certains jeunes de Boulbiné d'éviter l'oisivité dans le quartier. Je vous le disais dans les titres, pour notre grand format dominical, direction le Fouta Djallon, la région des Hauts-Plateaux. Là-bas, vous allez le voir, le programme présidentiel d'appui au développement rural Volet Café Arabica affiche l'ambition de réaliser 5000 hectares de plantations de caféiers en 4 ans. Déjà, pour les campagnes 2017 et 2019, 3000 kg de semences à haut rendement sont importés du Rwanda. Un programme de promotion rurale aux enjeux économiques et écologiques. N'est-ce pas, Fodé Camara? Les contreforts du Fouta Djallon, un paysage pittoresque et un relief escarpé qui cache d'immenses atouts agro-pastoraux. Une écologie dont l'une des cultures de prédilection est le café arabica, une culture d'altitude. Tout le haut plateau, partout où pousse le Karukarundé, cette plante naturelle-là, c'est que le café peut y pousser. Une filière vraiment promotrice, étant entendu que son Excellence Monsieur le Président de la République, si ces initiatives vont porter sur les cultures de rente, c'est avec la connotation de l'agrobusiness qui va ajouter de la valeur à la transformation de ces produits. Donc qui va permettre de générer rapidement une croissance économique soutenue et durable. Après une première vague de 1000 kg en 2017, pour la campagne 2019, 2000 kg de semences de café arabica sont accueillis à l'aéroport international de Conakry-Bessia en ce mois de février. Importées du Rwanda, ces variétés à haut rendement sont très prisées sur le marché international à cause de leur arôme et de leur rendement. Le café arabica a une moyenne en matière de rentabilité pour le tonnage à l'hectare de 2,5 à 3 tonnes. Donc déjà, à partir de la 5e année, vous pouvez commencer une bonne récolte et une abondance en matière de récolte. Et à partir de la 8e, 10e année, vous pouvez toucher les 3 tonnes à l'hectare à la récolte. Sur les plateaux foutaniers, avant une distribution gratuite à grande échelle aux paysans, ces semences de café arabica vont bientôt se retrouver encore dans des pépinières du centre de recherche régional de Bahreïn, à Timbi Madina, à Pita et à l'École nationale d'agriculture et d'élevage de Tolo à Mamou. Je dois commencer par remercier le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, qui a eu cette initiative et qui a personnellement suivi ce café depuis le Rwanda. Quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est que on va couvrir les surfaces agricoles importantes. On va avoir des revenus dans 3 ans assez importants pour les paysans qui vont accepter de mettre ça en terre. Chaque hectare peut donner, selon les variétés, de 2 tonnes 400 à 3 tonnes. L'enjeu donc est fortement d'avoir des revenus pour les paysans qui sont ici dans le Fouta Djallon. En plus, l'enjeu pour la Guinée, lorsque les productions vont être très importantes, c'est que nous aurons de l'argent pour l'économie guinéenne. Les exportations qui vont être faites, les transformations qui vont être faites vont participer à la transformation et à la modernisation de notre agriculture. Résistantes aux maladies, ces nouvelles variétés viennent revitaliser la filière café arabica, une filière fortement touchée par la dégénérescence des semences. Depuis 1912, le café arabica a été introduit au Fouta et on le retrouve partout dans les tapades du Fouta. Et ce qui est nouveau, innovant, avec ces 3 nouvelles variétés, selon la note technique, c'est le rendement aussi de 2 tonnes 400 à 3 tonnes. Et parmi ces 3 variétés, il y a une variété qui résiste à la rouille orange, maladie principale du café arabica. Cette culture d'exportation présente des avantages économiques et écologiques. D'une durée de vie de 50 ans, dès la 5e année, le café arabica porte ses premiers fruits. Au-delà de ces cerises, dont la tonne se négocie à $3000 sur le marché international, ce produit phare permet aussi de restaurer le couvert végétal. Par ailleurs, c'est ce paysage abrupt de montagnes, de cuvettes
Ce paysage va être complètement forestier, reboisé, et ça va donner encore un autre regard beaucoup plus joli à cette région qu'est la Moyenne-Guinée. Au terme de la campagne de 2017, 1200 hectares de café arabica sont mis en valeur en Moyenne-Guinée. Et d'ici 2020, plus de 5000 hectares de plantations sont prévus dans le programme présidentiel d'appui au développement rural, volet café arabica. Hors de nos frontières, les Sénégalais ont voté ce dimanche 24 février au compte de leur élection présidentielle. En Guinée, la communauté est fortement représentée. Elle a aussi voté tôt ce matin au niveau des différents bureaux de vote installés aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Le scrutin s'est déroulé dans la sérénité, comme l'indique ce reportage de Habib Thiam et de Adama Traoré Elsa. La Guinée est une des grandes circonscriptions électorales en jeu pour la présidentielle au Sénégal. À l'école du centre, dans la capitale guinéenne, dès 8 heures, plusieurs électeurs sénégalais sont venus marquer de leur empreinte ce premier tour. On a pu voter, comme vous voyez, c'est dans le calme, dans la sérénité. Et puis chacun fait son choix. Et j'ai confiance aussi à la victoire de notre candidat de choix. Il y a 2981 inscrits sur toute l'étendue du territoire guinéen, 2981 Sénégalais inscrits sur les listes électorales. Et les 87% de l'électorat se trouvent concentrés à Conakry, où 5 bureaux de vote ont été ouverts. Ce scrutin met en compétition 5 coalitions. 3 sont représentées à Conakry, dont Beno Bok Yakaar du président sortant Macky Sall. Pour s'assurer du bon déroulement du scrutin, le gouvernement sénégalais a déployé une mission de supervision à Conakry. Le constat est un constat de satisfaction, surtout du point de vue de l'organisation. Le message du chef de l'État, c'est un message pratiquement qui est adressé à tout le monde. C'est un message surtout de paix, de stabilité, que le meilleur gagne. L'ambassadrice du Sénégal en Guinée a attendu son tour pour aller voter. Une culture citoyenne rappelée depuis la veille au personnel électoral. J'avais dit à tout le monde, notamment aux membres des bureaux de vote, des 5 bureaux de vote que nous avons à Conakry et des 6 bureaux de vote que nous avons à l'intérieur de la Guinée. J'avais dit, la première chose qu'il faut réussir ce matin, c'est de commencer à l'heure. Ceux qui étaient là très tôt l'ont vu. Tous les bureaux ici, en République de Guinée, ont commencé le vote à 8 heures. La représentation diplomatique s'engage à remonter aussitôt les résultats provisoires à Dakar. Ces suffrages, comme tous les autres résultats, seront soumis au Conseil constitutionnel après le cachet de la Sénat, l'organe central chargé des élections au Sénégal. Pour être plus complet sur ce sujet, Macky Sall, élu en 2012, successeur de Maître Abdoulaye Wade, est candidat à sa propre succession après un mandat de 7 ans. On termine par cette actualité sportive. La Fédération guinéenne de basketball vient d'organiser à Sangaredi son congrès extraordinaire. Une occasion pour les membres statutaires présents de réactualiser les statuts à l'image des autres fédérations au niveau africain et international. Suivez ce reportage de Daouda Ba et de Amadou Djoulde Diallo. Au cours de ce congrès de travail, l'article 31 des statuts qui limitait le mandat du président à 2 a été aussi actualisé à l'image des autres fédérations. Bon, il fallait sortir le basketball du trou, on l'a fait. On a présenté la Guinée à l'Afrique et au monde entier à travers la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on met des textes modernes à la disposition de cette fédération. Je veux dire qu'avec moi, sans moi, l'avenir du basketball est tracé. Tous ceux qui veulent être candidats, ils sont éligibles. Pas de problème. Et il y aura vote, je pense que Dieu nous donne la force. Le prochain congrès aura lieu en fin d'année. Donc ils peuvent se présenter et aussi surtout j'ai appelé à l'union sacrée. Moi je me dis sans démagogie que cette discipline est en train de prendre une vitesse, c'est clair. Parce que pour celui qui connaît le basketball guinéen il y a une vingtaine d'années, et depuis 8 ans, le nouveau que le basket guinéen a aujourd'hui, je pense bien on doit être fier de cette discipline et de cette fédération. 6 clubs de la Ligue 1 sur 10
11 clubs de la Ligue 2 sur 12, plus le club élite de la Ligue féminine, ont reçu des ballons de basket de FIBA et ont approuvé le bilan positif du bureau exécutif qui a ramené la Guinée dans les compétitions de haut niveau après 32 ans d'absence. La Guinée fait partie des pays qui comptent en Afrique au terme de basketball. Maintenant, c'est de pouvoir créer un modèle économique et des stratégies qui vont nous permettre justement d'être plus performants. C'est de pouvoir avoir un mode de gouvernance qui va me permettre d'exécuter les tâches et les missions de l'Assemblée générale et du comité exécutif. Dans le cadre de notre développement, on est amené à faire des partenariats. Avec des compagnies privées. Donc c'est bon qu'il y ait un juriste au sein de la fédération qui puisse gérer tout cela. Ce congrès de travail a été couronné de succès par des hommages rendus aux anciens basketteurs, l'élection de certains membres et la confirmation du secrétaire général du bureau exécutif de la FEGI Basketball. Qui met fin à ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon début de semaine à tous. Demain, vous serez avec Médine Magbe Konati. Au revoir.